place de Madame Sylvie. Avec tous les conseillers employeurs. Elle est là. Bien dans l'axe. Oui. Oui. Des grands édifices. Là. On ne pourra pas s'asseoir en même temps. Allez-y, monsieur Phelps. Je déclare ouverte la 12e rentrée de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine. Les secrétaires pour l'année 1998 sont Madame Claire Gégère et Monsieur Pierre-Emmanuel Jean. Leur invité est Madame Arlette Laguillet, conseillère municipale des Lilas, conseillère régionale de la région Île-de-France et porte-parole de Lutte ouvrière. Permettez-moi, Madame, tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre présence parmi nous ce soir. Vous allez devoir patienter quelques instants avant que votre affaire ne soit appelée, instant que je vous invite à mettre à profit pour prendre la mesure de l'environnement un peu particulier qui est le vôtre ce soir. Je vous rappelle, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, que vous êtes parmi nous pour répondre de crimes et délits que vous n'avez pas commis, devant un tribunal qui, en réalité, ne vous jugera peut-être pas. Merci d'avoir accepté de participer à ce procès irréel, virtuel, au cours duquel vous serez accusé par Madame Claire Gégère, puis défendu par Monsieur Emmanuel Jean. Étant des juristes scrupuleux, nous nous conformerons aux dispositions de l'article 346 du Code de procédure pénale. Vous aurez donc la parole en dernier. Mes jeunes confrères, vous constituez au nombre de 250 la conférence de notre barreau pour l'année 1998. Cette cérémonie de rentrée est destinée à vous honorer. Cette cérémonie de rentrée est la vôtre. Par ma voix, l'ensemble de nos confrères veulent vous dire, à cette occasion, leur grande fierté de compter en leur sein un groupe aussi important et aussi prometteur de jeunes professionnels. Les deux porte-paroles talentueux qui sont issus de vos rangs sont là pour vous représenter tous. Ils ont été désignés par la voie d'un concours auquel un grand nombre d'entre vous a participé et qui a constitué une éclatante démonstration de cette richesse humaine et professionnelle que vous représentez pour la profession et le barreau auquel vous appartenez. Vous constituez cette troisième génération d'avocats en cours de formation sur laquelle notre profession fonde tous ses espoirs pour donner sa vraie et définitive dimension à l'ambitieuse réforme mise en œuvre en 1992. Après les générations des deux souches et la génération de la transition, vous voilà porteur de ce grand dessein qui va consister enfin à faire entrer dans les faits cette nouvelle profession dont nous avons dessiné les contours il y a plus de 7 ans et qui a tant de mal à se mettre en place alors que notre société et notre pays en ont tant besoin. Conscient du rôle déterminant qui va être le vôtre dans cette période décisive qui s'ouvre devant nous, je voudrais rassembler
Dans ce dernier discours public prononcé quelques jours avant la fin de mon bâtonnat, toute la force de ma conviction, toute la ferveur de mon engagement, pour vous montrer le chemin qui doit vous conduire à la réalisation de cet ambitieux projet, en évitant les tâtonnements, les hésitations, voire les errements des générations qui vous auront précédé sur ce parcours. Vous avez fait le choix d'une profession passionnante qui plonge ses racines dans l'histoire de notre civilisation, qui a jusqu'à la fin des années 50 connu un cycle de construction et d'évolution étroitement et harmonieusement lié à celui de notre société politique nationale, qui s'est au cours de cette longue gestation enrichi d'une tradition multiséculaire, mais qui, au terme des 4 décennies qui viennent de s'écouler, paye la perte de son ancrage politique majeur dans la société par un trouble de son image et de son identité, une remise en cause de ses points de repère essentiels et surtout une grande indécision dans sa stratégie de développement et de redéploiement voulue par la réforme de 1992 pour lui permettre de faire face aux défis auxquels elle a à répondre afin d'occuper, aujourd'hui et demain, la place éminente qui doit être la sienne dans la société politique, sociale et économique, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nos frontières nationales. Il demeure que vous avez fait le choix d'une profession passionnante, faite d'engagement, de dévouement, d'abnégation, de conviction, de travail, de créativité, d'imagination, forte d'un passé d'une richesse exceptionnelle et promise à un rayonnement remarquable si les forces qui la composent, et notamment celles que vous constituez par votre jeunesse et votre enthousiasme, ne se laissent pas égarer par les mauvais esprits qui l'habitent périodiquement et qui l'entraînent vers des travers funestes. Celui de vouloir constamment construire l'avenir en déclinant le passé. Celui d'être peuplé, selon le texte juste et imagé de notre confrère, le bâtonnier Thienot Grambach, je cite, de trissotins de tout poil, qui n'ont de cesse de répéter que rien ne va plus dans notre oligarchique Danemark, en psalmodiant continuellement leur litanie de récrimination. Nous sommes toujours plus accablés par les charges, la profession n'est plus ce qu'elle était, la TVA fait de nous des inquisiteurs fiscaux, les stagiaires sont aussi nuls que les CRFP inutiles, la fusion est un désastre, les experts comptables nous mangent la laine sur le dos, les clients institutionnels écrasent nos prix, la profession s'appauvrit, 3000 avocats parisiens sont au seuil de la pauvreté, les CARPA sont exsangues, la CNBS s'essouffle, l'UNCA devient tatillonne, et là, la chancellerie chancelle, sous le coup du là de Madame la Ministre, qui bouleverse même l'Académie. Fin de citation. Je vous invite à lire la suite de ce remarquable texte dans l'éditorial de la dernière livraison de la revue juridique des barreaux. Besoin d'un peu d'eau. Excuse-moi. Pendant ce temps, sans tambour ni trompette, une révolution silencieuse, une révolution invisible s'opère sous nos yeux, dont nous ne mesurons pas assez l'ampleur et les effets. La révolution du droit, qui s'affirme de plus en plus comme la valeur dominante de nos sociétés, comme la valeur qui irrigue tous les secteurs de la vie politique, sociale et économique, comme la valeur qui déferle sur tous les continents, au point que, à la lumière d'événements récents, le professeur Olivier Duhamel pouvait titrer il y a quelques jours, dans un grand quotidien du soir, « La globalisation devient juridique », en ajoutant dans le corps de ce texte, la globalisation n'est donc pas seulement financière, la globalisation pas seulement économique. Il est acquis aujourd'hui, mes jeunes confrères, que le XXIe siècle sera le siècle du droit. La profession d'avocat ne peut que se réjouir de cette évolution.
elle qui occupe la place éminente parmi l'ensemble des acteurs qui concourent à assurer le triomphe du droit. Mais est-elle prête à occuper la place qui doit être la sienne dans ces espaces juridiques en voie d'élargissement continu? Est-elle prête à maîtriser, à accompagner cette évolution, à anticiper les besoins nouveaux qu'elle va faire naître, les moyens qu'elle va justifier, les structures qu'elle va nécessiter? Est-elle surtout consciente que la place à occuper dans cette évolution est essentiellement une place politique qui ne peut être assurée ni par son organisation traditionnelle, ni par une logique exclusive de marché, mais par une combinaison renouvelée de toutes ces valeurs, de tous ces concepts, autour d'une organisation professionnelle forte, d'un rôle politique et déontologique majeur et indiscuté. Ce sont là, mes jeunes confrères, les questions fondamentales auxquelles vous aurez à répondre pour assurer la métamorphose de notre profession que vos anciens n'auront qu'imparfaitement réalisée. Les enjeux sont à la mesure des qualités d'engagement et de dévouement et d'enthousiasme qui caractérisent votre jeunesse. Permettez toutefois à un bâtonnier qui s'efface de vous indiquer les idées forces autour desquelles cette métamorphose doit s'opérer. Je les articulerai autour de 3 mots-clés: excellence, exigence, cohérence. L'excellence, qui postule un haut niveau de formation initiale et une démarche volontariste de formation continue tout au long d'un parcours professionnel qui sera de plus en plus dominé par une exigence d'adaptation permanente. Je forme le vœu que le grand chantier de la formation auquel le Conseil national des barreaux s'est attelé aboutisse rapidement pour que les effets qui en sont escomptés puissent se produire les résultats attendus quant à l'efficacité de notre système de formation et à son adéquation aux besoins suscités par les évolutions qui se dessinent. L'excellence, qui postule une démarche accrue de spécialisation, même pour ceux qui entendent conserver une activité prépondérante de généralistes dont notre société aura toujours besoin. L'excellence, qui impose une démarche vigilante d'ouverture à tous les nouveaux domaines d'intervention du droit, comme régulateur et organisateur des évolutions rapides que connaissent en tout domaine humain, technique, économique, nos civilisations. L'excellence, qui exige une grande capacité d'anticipation par rapport à ces évolutions, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif, où la profession doit retrouver son rôle politique d'action et de proposition en tournant résolument le dos aux attitudes inefficaces de réaction et de critique qu'elle a eu trop souvent tendance à privilégier au cours des périodes récentes. L'excellence, qui requiert que nous soyons capables d'adapter nos structures d'exercice à toutes les formes que ce développement de la demande de droit va revêtir de la part des particuliers, des entreprises et des organisations, tant sur le plan national qu'international. Qu'il soit clair que je n'entends pas limiter la portée de cette exigence à la place qu'occupent d'ores et déjà, dans notre barreau ou dans notre profession, certaines grandes structures d'exercice multidisciplinaires ou interprofessionnels, sur lesquelles notre Conseil de l'Ordre a récemment porté un jugement de principe à la fois positif et conditionnel. Cette exigence se veut plus large et plus ambitieuse en visant la nécessité de mettre en place, dans tout domaine d'activité, y compris ceux qui sont tournés vers la demande des particuliers, quel que soit le niveau de leurs ressources, des structures de groupe mono ou pluridisciplinaires capables de concilier l'excellence du service rendu avec une capacité suffisante d'investissement et une performance économique satisfaisante. L'exigence que nous devons avoir envers nous-mêmes du respect rigoureux de notre indépendance et de notre déontologie. Nous ne sommes fondés à occuper la place qui est la nôtre dans la société au service de cette valeur immatérielle qu'est le droit que dans la mesure où nous nous astreignons au strict respect de cette double exigence. Toute dérogation à cette discipline conduirait à remettre en cause notre statut professionnel
et à banaliser nos interventions dans une pure logique de marché dont nous rejetons unanimement les conséquences. Nous ne pouvons avoir l'ambition de jouer le rôle politique que j'évoquais au début de mon propos dans le développement de la demande de droit que si nous maintenons hors de toute atteinte ces deux exigences cardinales de notre profession. C'est à partir de cette grille d'exigences indiscutable que le Conseil de l'ordre de notre barreau a élaboré récemment sa position dans le débat national sur la participation des cabinets d'avocats à des réseaux interprofessionnels. Après avoir retenu une définition de ces réseaux, que je ne citerai pas in extenso, elle est courte toutefois, le Conseil a admis qu'un avocat puisse être membre d'un tel réseau interprofessionnel, national ou international, dont la composition n'est pas limitée, d'après la position de notre Conseil, à des professions réglementées. Il a toutefois immédiatement précisé que la licéité de cette participation était étroitement subordonnée au respect des 4 conditions suivantes. L'indépendance du cabinet d'avocats, exigence cardinale de toute participation à une structure interprofessionnelle ou à une organisation en réseau. La primauté et l'autonomie de la déontologie de l'avocat par rapport aux déontologies et aux pratiques des autres professionnels membres du réseau. La transparence de l'organisation et du fonctionnement des réseaux, tant vis-à-vis des clients que des autorités ordinales. Le caractère absolu des règles professionnelles de l'avocat, avec comme corollaire l'obligation pour l'avocat de se retirer d'une organisation qui ne lui permettrait pas d'en faire respecter à son égard l'autorité. Au-delà de la portée immédiate de cette position dans le débat en cause, cette intervention a le mérite de démontrer que le respect des principes essentiels de la profession, loin de faire obstacle à la constitution de formes nouvelles d'organisation adaptées à la demande de droit, est la garantie de la place et du rôle que l'avocat doit occuper dans le respect de sa mission au sein de telles structures. Nous ne devons jamais oublier, mes jeunes confrères, dans tous les débats mettant en cause l'indépendance et la déontologie, que l'avocat assure, dans la relation entre le droit et les sujets de droit, une fonction de régulation des rapports économiques et sociaux qui lui confère dans la société une position singulière aux exigences fortes. Réduire le niveau de ces exigences ne peut qu'aboutir à affaiblir la place politique de l'avocat dans la société, qui est d'être le médiateur naturel de nos démocraties modernes. La cohérence, qui postule unité et solidarité. Je ne m'étendrai pas sur le thème de l'unité que j'avais largement traité à l'occasion de la précédente rentrée de la conférence, sauf à rappeler, tout particulièrement, que la recherche de l'unité de notre profession dans ces structures de représentation conditionne la reconnaissance du rôle politique au sens le plus noble du terme que j'appelais de mes voeux au début de mon propos et dont nous avons besoin pour tenir la place privilégiée qui doit être la nôtre dans le développement de la demande de droit. Faute d'être en mesure de retrouver ce rôle que notre histoire nous a déjà conduit à occuper à différentes époques, ce développement se fera en grande partie sans nous. Je dois reconnaître que depuis ma précédente intervention, 2 événements sont intervenus qui me paraissent influencer favorablement cette recherche d'unité. Le premier est constitué par la démarche qu'a entreprise le Conseil national des barreaux dans le domaine de l'harmonisation des règles et usages de la profession. Ce dossier essentiel dans la recherche de notre unité a permis à notre profession de faire l'apprentissage d'une harmonieuse articulation entre les organes de concertation et les organes de décision, entre les institutions nationales et les institutions ordinales. Il ouvre la voie
à cette organisation pyramidale coiffée par un organe politique fort qui est à la faveur d'un certain nombre d'entre nous. Le deuxième est constitué par un arrêt de la Cour d'appel de notre ressort, rendu le 17 juin 1998 sous la présidence de Monsieur le Premier Président Vincent Lamanda. Cette décision, la première à se prononcer sur la portée des dispositions de l'article 21.1 de la loi du 31 décembre 1971 relative aux attributions du Conseil national des barreaux, a consacré le principe du pouvoir normatif de cette institution dans des termes qui ne peuvent que renforcer le rôle qui doit être le sien au sommet de notre organisation professionnelle. L'unité a comme corollaire la solidarité. La cohérence de notre profession impose qu'elle soit à la fois unie et solidaire. Je pourrais également, sur ce thème essentiel, renvoyer aux propos que j'avais tenus lors de notre précédente rentrée, et en particulier rappeler les termes de ce qu'il est convenu de qualifier dans la profession de controverse de Marseille au sujet de l'opposition entre les avocats de cœur et les avocats d'amour, et les avocats d'affaires, pardon. Lapsus révélateur. Ou de manière plus imagée encore, selon l'expression du président Gérard Christol, entre les Golden Boys et les disciples de l'abbé Pierre. Mais au-delà de ces mots, il faut rechercher des solutions concrètes qui évitent cette coupure, qui nous protègent de ce risque mortel d'une profession à deux vitesses. J'ai pu, au cours de mon bâtonnat, constater dans ce barreau particulièrement exposé à cette opposition les conséquences néfastes que pourrait avoir une telle coupure. J'ai essayé d'imaginer des solutions concrètes, de prendre des initiatives. Deux d'entre elles méritent d'être évoquées. La première est une tentative. La seconde représente pour moi un grand espoir. J'ai entrepris, avec les membres du Conseil de l'Ordre, une large opération de réception et d'écoute de plus d'une centaine de confrères de ce barreau, particulièrement exposés, en raison de leur mode d'exercice, aux risques que je viens d'évoquer. Ces échanges ont permis de mettre en évidence les principaux facteurs de vulnérabilité qui affectent leur situation. Isolement, exercice exclusif d'une activité de généraliste, recul du contentieux, paupérisation de la clientèle, distorsion de concurrence, tension sur les honoraires. Un certain nombre d'actions destinées à réduire ces points de vulnérabilité ont été envisagées et ont commencé à être mises en œuvre. Ces contacts ont eu, en tout état de cause, le mérite de rompre cette redoutable situation d'isolement et d'amorcer le mouvement vers une restauration de la confraternité, qui est certainement l'un des principaux remèdes à ces situations. Dès lors que chacun d'entre nous restitue à cette valeur essentielle le rôle qui doit être le sien dans cette démarche de solidarité professionnelle. L'espoir d'une solidarité active et constructive me paraît venir d'un projet dont je suis aujourd'hui en mesure de révéler le contenu et la philosophie. Notre confrère honoraire, Pierre Gastineau, présent dans cette salle, a été jusqu'au 31 décembre dernier le doyen de notre ordre. Il a à cette date accédé à l'honorariat après 54 ans d'une carrière professionnelle effectuée pour sa plus grande partie au sein d'un cabinet de notre barreau, le cabinet Fidal, dont il a été, en raison de son rayonnement personnel et professionnel, l'une des figures marquantes. Pierre Gastineau m'a fait part de son intention de dédier une partie de son patrimoine à notre barreau, selon des modalités qui sont en cours de réalisation.
conformément aux vœux qu'il a exprimés et en parfait accord avec lui. Cette dotation sera, à partir d'une structure spécifique placée sous le contrôle de notre ordre, consacrée au financement d'un prix Pierre Gastineau, attribué chaque année par voie de concours et destiné à distinguer, à accompagner, à financer un projet émanant d'un ou plusieurs avocats de notre barreau. Le projet élu, qui sera ainsi appelé à bénéficier d'un concours financier significatif, devra être marqué par son caractère original et innovant, être fondé sur une opération de formation, de développement, d'organisation de cabinets ou d'activités, s'inscrivant dans une stratégie de consolidation des différentes composantes de notre profession. Ce projet hautement symbolique me paraît être l'illustration remarquable de ce que nous pouvons faire sur le terrain de la solidarité, qui doit se développer entre les différentes composantes de notre profession dans le cadre d'une quête incessante et interactive de cette unité. Ce sont là, mes jeunes confrères, les perspectives motivantes et encourageantes que je voulais tracer à votre intention avant de me décharger des prérogatives de ma fonction et de reprendre ma place à vos côtés parmi les soldats du droit. Madame Arlette Laguiller, vous comparaissez devant cette cour pour répondre des chefs d'accusation d'escroquerie, tromperie et abus de confiance commis en différents endroits du territoire de la République et en des temps non prescrits, délits qui, pour les besoins de la cause, ont d'ailleurs été exceptionnellement criminalisés. Madame Claire Gégère, secrétaire 1998 de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine, avocat général d'un jour, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, comparée aujourd'hui devant vous, Madame Arlette Laguiller, porte-parole du Parti révolutionnaire Lutte ouvrière et pourtant conseillère municipale à la mairie des Lilas et conseillère régionale d'Île-de-France. Cette première contradiction n'a certes rien en soi de répréhensible, je vous l'accorde. De la même manière, l'appartenance de l'accusé au mouvement trotskiste Lutte ouvrière ne saurait en aucun cas être la cause de la présence de Madame Laguiller devant cette cour. En effet, le parquet ne poursuit jamais sans preuve solide. Forte de cette évidence, j'ai décidé d'écarter la prévention de crimes contre l'humanité que me suggéraient pourtant de retenir certaines affiches aux couleurs de la France posées par les membres d'un parti politique dont Madame Laguiller, parfois fort surprenante, dit de lui son influence est surtout électorale. Oui, ces affiches toujours très percutantes étaient ainsi libellées « Lénine, Staline, Trotsky, 80 millions de morts ». Ce raccourci simpliste ne saurait être de mise aujourd'hui, même si cette infraction possède l'incontestable avantage d'être dénuée de toute prescription. Non, j'ose la difficulté et je préfère vous démontrer que Madame Laguiller, personnage incontournable du paysage politique français, puisqu'elle n'a de cesse, depuis 1974, de se présenter sans aucun programme aux élections présidentielles, est coupable, oui, coupable des faits d'escroquerie,
de tromperie et d'abus de confiance. Le panel des préventions proposées vous permettra assurément d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de cette femme aux abords pourtant si sympathiques. Car sachez, Madame Laguiller, que Nanterre s'est fait un devoir, pour réparer ses erreurs passées, de juger l'ensemble des responsables du chaos de mai 68, à tout le moins de ses participants, comme c'est votre cas. Daniel Cohn-Bendit vous a précédé sur ce banc. Mon collègue parquetier de l'époque avait alors requis que M. Cohn-Bendit soit condamné à exercer un mandat électoral. Croyez bien que nous ne reproduirons pas la même erreur aujourd'hui. Ce substitut a d'ailleurs été très sévèrement sanctionné pour son inconscience, puisqu'il a lui-même été condamné, par défaut cependant, à siéger pendant 2 années au sein de ce Conseil de l'Ordre. Quant à vous, Madame Laguiller, vous n'avez pas hésité pour ces élections européennes à vous allier au mouvement de la Ligue communiste révolutionnaire, dirigée par M. Alain Krivine, qui, dois-je vous le rappeler, disait encore très récemment de votre parti et de ses dirigeants: ils sont sectaires, ils ne s'impliquent pas dans les mouvements sociaux actuels de peur de perdre leur âme. C'est LO, LO et LO, leurs analyses politiques n'ont pas bougé depuis 50 ans. On pourra au moins dire de vous, Madame Laguiller, que vous n'êtes pas rancunière, d'autant que M. Krivine sait incontestablement de quoi il parle. Mais rassurez-vous, néanmoins, c'est bien sur vos propres exactions et non sur celles de vos comparses que j'entends requérir ce soir. Tout d'abord, permettez-moi de me réjouir d'avoir amené l'accusation de ce dossier. Ma présence parmi vous est un argument de moins pour la défense qui n'aurait pas manqué, sinon, j'en suis sûre, de vous soutenir que le parquet nourrissait certains préjugés anti-féministes. Car voyez-vous, Madame Laguiller est persuadée que ces préjugés sont de mise dans tous les milieux et que pour une grande majorité d'entre vous, je la cite, une femme, cela doit s'occuper des gosses et des casseroles. Quand elle sort de son rôle, c'est soit une excitée, soit une raseuse. Merci, Madame Laguiller, grâce à vous, je crois dorénavant connaître les raisons qui ont poussé ma hiérarchie à me confier votre dossier. Mais j'aimerais avant toute chose que votre cour prenne conscience des investigations considérables que mes services et moi-même avons eu à diligenter pour mener à bien ce procès. Tout d'abord, j'ai lu. Oui, j'ai lu l'ensemble des ouvrages écrits par l'accusé, ceux dont peu d'entre vous peuvent se vanter. Ainsi, par ordre chronologique, moi, une militante, erreur de jeunesse de l'accusé, pourrait-on penser en voyant ce regard candide en couverture? Pas du tout. Madame Laguiller récidive avec une travailleuse révolutionnaire dans la campagne présidentielle, extrait de ses interventions télévisées et textes lors des élections de 1974, gorgé de titres percutants tels « Si vous pensez que j'ai raison, dites-le moi ». Sachez, Madame Laguiller, que ma réponse est non, et je m'en expliquerai. Il faut changer le monde, critique généralisée du système politique français et des institutions qui a eu le mérite, je dois le reconnaître, de me faire découvrir certaines évidences, je n'en citerai qu'une. Les nationalisations sont ce que la prostitution est à l'amour, l'argent vient tout gâcher. Quelle poésie, Madame Laguiller. Et enfin, c'est toute ma vie, dernier ouvrage paru et déjà 2e autobiographie de l'accusé, âgé, il est vrai, de 58 ans. Cette tâche achevée, quelques mois plus tard, j'avais entre les mains toutes les preuves nécessaires à la mise en examen de Madame Laguiller. Il ne me restait plus qu'à partir à sa recherche. Je décidai assez logiquement de perquisitionner au siège de lutte ouvrière, parti au sein duquel Madame Laguiller admet passer tout son bon temps. Cette investigation fut cependant particulièrement difficile puisque je découvrais qu'en guise d'adresse officielle, LO se contentait d'une boîte postale. Encore une lubie des révolutionnaires, me direz-vous? Pas du tout. Détrompez-vous, l'explication s'avère beaucoup moins glorieuse. Madame Laguiller, tout simplement, se tairait pour tenter d'échapper à votre verdict. Car sachez dès à présent, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés,
que l'accusé vous dénie toute légitimité. Je m'insurge. Comment peut-on prétendre qu'un jury composé des plus éminents membres du barreau des Hauts-de-Seine, élu dans le plus strict respect des règles démocratiques, peu important au fond, qu'un tiers seulement des votants aille aux urnes? Oui, comment peut-on prétendre qu'un tel jury ne rende pas légitimement la justice au nom de notre pays? Mais votre position, Madame Laguiller, ne m'étonne guère, puisqu'elle s'inscrit dans la vision globale que vous avez de l'autorité judiciaire. Vous n'hésitez tout d'abord pas à prétendre que la justice manquerait d'indépendance, sauf à l'égard des petites gens qui n'ont aucun moyen de pression sur elle. Mais Madame Laguiller, la justice ne connaît pas de classe, peut-être parce qu'elle en manque singulièrement, mais quand bien même. Votre renvoi devant cette cour et les poursuites engagées à l'encontre de certains élus ne sont-ils pas la meilleure des preuves de son impartialité? En revanche, vous êtes allé jusqu'à remettre en cause une juridiction paritaire en affirmant, je vous cite, « Quand un employé se retrouve face à son patron devant un tribunal, le premier a moins de chances que le second d'être le partenaire de bridge du juge. » Quel affront, Madame Laguiller, quel manque de respect à l'encontre des élus salariés et syndiqués comme vous, qui s'acharnent quotidiennement à nous rendre des décisions pertinentes dans des délais pour le moins fulgurants. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous soupçonnez également la justice de nourrir certains sentiments racistes, encore une fausse allégation. Je peux vous assurer que la justice de notre pays consacre une place prépondérante aux immigrés. Songez donc, une audience par jour leur est exclusivement consacrée, celle des reconduites à la frontière. Mais ce ne sont là que les plus petits de vos mensonges qui, à eux seuls, j'en conviens, auraient pu justifier votre renvoi devant cette cour sous la prévention d'outrage. Mais non, vous ne pourrez pas vous en tirer une nouvelle fois à si bon compte, vous êtes allé beaucoup trop loin. Vous n'avez pas fait qu'outrager, vous avez dupé, vous avez trompé, vous avez escroqué, en bref, vous avez abusé de la confiance de tous et plus particulièrement de celle de vos militants en utilisant une image et des valeurs qui sont loin d'être les vôtres. Non, Arlette Laguiller n'est pas la révolutionnaire sympathique aux idées figées qui se rend au travail en mobilette. Arlette Laguiller ne travaille plus depuis longtemps. Arlette Laguiller n'a jamais eu de mobilette. Arlette Laguiller n'a jamais été une révolutionnaire. Les mythes s'écroulent. L'accusé naît le 18 mars 1940 au Lilas dans une famille ouvrière. La défense, comme à son habitude, tentera d'excuser le comportement de Madame Laguiller en arguant de la modestie de ses origines et des difficultés insurmontables auxquelles elle s'est trouvée confrontée dès sa plus tendre enfance. Mais c'est un leurre. Car voyez-vous, l'accusé, contrairement aux apparences, a en réalité eu la chance de bénéficier de nombreux privilèges tout au long de son existence. Vous l'admettez vous-même, Madame Laguiller, dans votre dernier ouvrage où vous affirmez à propos de l'appartement familial: si nous étions chichement logés, nous étions presque des privilégiés avec nos murs en dur. Eh bien, je ne vous le fais pas dire. Dès cette époque, d'ailleurs, il était aisé de prédire que vous auriez un jour maille à partir avec la justice. Vous faites en effet très rapidement vos premières armes en commençant par mentir à vos parents, fait prescrit certes, mais ô combien révélateur de votre personnalité. Il vous arrivait ainsi de vous inventer des mots de gorge auxquels votre mère, sainte femme, croyait facilement, pour faire l'école buissonnière et passer vos journées à lire. Probablement pas les classiques de la littérature française, si j'en crois l'échec à l'examen d'institutrice que vous essuierez quelques années plus tard. Vous persévérerez pourtant dans cette voie en abusant à nouveau vos parents, auxquels vous vous garderez bien de révéler que vous partez avec quelques amis en vacances à Saint-Tropez, lieu de villégiature bien connu de la classe ouvrière. Vous tenterez à cette occasion de faire mentir vos origines en oubliant les murs, en dur et en dormant sous la tente. Mais peine perdue, Madame Laguiller, car vous ne tiendrez pas longtemps. Gagné par la folie des grandeurs au contact des stars rencontrées sur les plages de la Côte d'Azur, vous quitterez alors le giron parental pour emménager sur les Champs-Élysées, ce qui vous rapprochait incontestablement, j'en conviens, de la classe laborieuse.
Vous intégrez entre-temps le Crédit Lyonnais comme mécanographe, mais votre entrée dans le monde du travail et des responsabilités ne vous décide pas pour autant à mettre un terme à vos agissements délictueux. Bien au contraire, vous redoublez d'ardeur. Ainsi, vous sentant prise au piège de la routine du quotidien, vous ne trouvez rien de mieux à faire, je vous cite, que de prendre de prétendues journées de maladie pour sortir, aller vous promener, prendre quelques journées de liberté. Vous n'aurez pourtant aucun complexe, quelques années plus tard, à mettre au passif du système capitaliste le déficit de la sécurité sociale. Ce n'est pas tout. Parallèlement à votre arrivée au Crédit Lyonnais, vous décidez d'explorer le monde politique et syndical, pas par conviction, nous l'avons bien compris, mais tout bonnement pour remédier à l'ennui qui semblait peser sur votre vie d'employé de banque. Tout d'abord militante au PSU, dont vous dirigez la célèbre section des Lilas, vous découvrez les théories trotskistes à l'occasion d'une rencontre fortuite dans un café et vous apercevez rapidement que votre adhésion à cette cause, mieux que votre militantisme au sein d'un parti voué à la dissolution, vous permettrait de mener à bien vos desseins de jeune délinquante. Cette évidence s'impose à vous à la lecture de La Révolution trahie, ouvrage écrit par Trotsky en 1936 qui vous passionna. Vous comprenez en effet à cette occasion comment il est possible de réduire à néant la révolution tout en se prétendant révolutionnaire. C'est ce mensonge qui sera la base de votre bel édifice fondé en réalité sur une véritable escroquerie. Vous décidez dès lors de mettre en œuvre cette machination d'abord à petite échelle, en entamant un processus de déstabilisation de la section syndicale CGT dont vous êtes pourtant l'une des déléguées. Mais vos collègues ne se laisseront pas abuser par vos manœuvres et vous retireront le droit de vous représenter sur leur liste parce que, et c'est ce qu'ils révéleront dans un tract, vous vous livrez à un travail de sape dans le syndicat pour le détruire. Ne croyez pas pour autant que Madame Laguiller ait échoué dans son entreprise. C'est au contraire un véritable triomphe qui laissera présager de ses réussites futures puisque 80 adhérents sur 100 vont quitter la CGT pour protester contre l'éviction de l'accusé. Il vous faudra 3 ans avant de retrouver un syndicat qui accepte de vous reprendre dans ses rangs. Ce sera FO que vous ne quitterez dorénavant plus. Mais cette première expérience vous a néanmoins permis de prendre la réelle mesure de vos talents. Vous décidez alors, franchissant les limites de la grande criminalité, de vous attaquer à ce qui, pensez-vous, est la cause de la monotonie de votre vie, le Crédit Lyonnais. La tâche est ardue et se déroulera en plusieurs étapes. C'est tout d'abord mai 68 où vous embrassez la cause des grévistes qui, d'après vous, en ont marre de tout, je vous cite, de l'exploitation quotidienne et monotone, des brimades, des salaires trop bas, de l'injustice, de la répression, de tout. Mais vous, Madame Laguiller, vous ne vous battez pas pour ça. Admettez que vous sentant à l'étroit dans votre petite chambre de bonne, quand bien même était-elle particulièrement bien située, vous pensiez avoir trouvé là le moyen de vous loger à moindre coût sous couvert de l'occupation des locaux de votre agence. Mais votre direction résiste, vous serez expulsé. Vous ne pardonnerez pas cet affront à votre employeur et déciderez d'user de tous les moyens pour parvenir à vos fins. Vous devenez ainsi l'un des leaders de la grève de 1974 qui paralysa pendant 2 mois tout le secteur bancaire. Vous croyez toucher au but, pourtant le résultat atteint ne sera pas celui escompté. En effet, le Crédit Lyonnais va se remettre de ce conflit. Pas le président de la République, Georges Pompidou, décède au mois d'avril 1974. Votre impatience à prendre la tête de la nation n'aura donc pas eu de limite. Mais votre ambition, cette fois-ci, vous dépasse. Les Français ne vous suivront pas dans votre conquête du pouvoir. Vous n'abandonnez pas pour autant la lutte contre votre employeur qui avait pourtant tenté par tout moyen de stopper votre entreprise, d'abord en vous isolant de votre service par le biais d'une mutation au sein d'un pool dactylographique, puis comprenant que ce traitement dégradant ne ferait qu'accroître votre rancune en vous offrant ce qu'il est commun aujourd'hui d'appeler un emploi fictif. Décidément, Madame Laguiller, vous êtes une novatrice en tout. Vous allez ainsi, pendant près de 26 années, percevoir un salaire pour assurer la permanence syndicale au siège du Crédit Lyonnais. Mais ce que votre hiérarchie ignorait, Madame Laguiller, c'est qu'on ne vous achète pas.
Elle ne se rendra compte de son erreur qu'au moment de votre départ en pré-retraite, trop tard, hélas, vous avez gagné. C'est la banqueroute. Et comme vous êtes une femme prudente, vous avez pris soin, avant votre départ, de brûler l'ensemble des archives qui auraient pu permettre de remonter jusqu'à vous. Le parquet est confus. Bernard Tapie était innocent. Mais vous, par contre, Madame Laguiller, vous ne reculez vraiment devant rien. J'en arrive presque à comprendre la frayeur que vous inspirez encore à nos concitoyens. D'ailleurs, certains de vos confrères, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, ont préféré rester ce soir chez eux plutôt que de s'exposer au risque de voir le palais de justice de Nanterre en révolution. Je le précise, tant leur absence passe inaperçue, mais je suis frustrée. J'aurais tant aimé pouvoir leur démontrer que leur crainte était injustifiée, que l'accusé, au fond, n'avait jamais eu l'intention de faire la révolution. Oui, les motivations de Madame Laguiller sont beaucoup plus triviales. Ce que l'accusé veut avant tout, c'est s'amuser, et ce ne sont pas les occasions qui lui manquent. Car on ne dédaigne pas l'humour au sein de lutte ouvrière. Prenez l'exemple de l'incontournable fête du parti organisée immanquablement chaque week-end de la Pentecôte à quelques kilomètres de Paris. Le choix de la date n'est bien évidemment pas anodin. La Pentecôte, jour où l'Esprit Saint a touché les apôtres afin que ceux-ci partent porter la bonne parole. Le ministère public est obligé de constater, Madame Laguiller, que votre ego a pris des proportions totalement démesurées. Quant à l'endroit où se déroule il m'aurait peut-être paru insolite si je n'avais pas appris au cours de cette enquête à vous connaître. En effet, Madame Laguiller, que pouviez-vous rêver de mieux pour renouer avec les joies de la fête populaire qu'un magnifique château situé sur les bords de l'Oise? Je remarque que vous avez enfin trouvé un lieu à la mesure de vos ambitions. Et c'est qu'en plus, on s'y amuse à votre fête. Il y a non seulement des concerts de musique pop, de la guinguette du théâtre, mais également des jeux, comme celui des cadences infernales, qui n'est certainement pas le fruit de votre expérience professionnelle. Ou encore celui dont le nom seul me fait déjà frémir, le jeu du casse-flic. Belle mentalité, Madame Laguiller. On aurait au moins pu espérer que ce joyeux rassemblement suffirait à combler votre désir de notoriété, mais c'eût été bien mal vous connaître. Tenir la vedette 3 jours par an devant un public, somme toute, restreint, ne pouvait assurément pas vous satisfaire, ça n'était pas assez. Il a fallu que vous preniez d'assaut l'ensemble de nos médias, mais je ne vous inspire donc aucune pitié, Madame Laguiller. Songez que je ne peux plus souffler, que je n'ai plus aucun repos, vous êtes partout. Presse écrite, radio, télévision, rien ne vous échappe. Et vous avez encore l'audace de soutenir que, tel la révolutionnaire dans toute sa splendeur, vous méprisez les médias à la botte du grand capital. Mensonge! Vous savez pertinemment que sans cette presse complaisante à votre encontre, parce que probablement payée par vous, vous n'auriez pas eu la moindre chance de pouvoir prétendre à la célébrité qui est aujourd'hui la vôtre. Le temps où vous n'apparaissiez telle une comète que, selon un cycle récurrent d'une fois tous les 7 ans, est bel et bien révolu. Votre présence est désormais constante. Et vous êtes prête à tout pour que l'on parle de vous. Passe encore que vous conversiez dans le décor feutré d'une chaîne câblée avec France Roche, journaliste bien connu pour sa pertinence lors des débats politiques. Passe encore également que lors d'une émission de variété animée par le sémillant Patrick Sébastien, vous entonniez point levé au lieu et place de l'Internationale la révolutionnaire chanson de Pierre Perret « T'en fais pas, mon petit loup ». J'accepte même d'ignorer les articles parus dans Paris Match ou autres VSD. J'aurais été prête à excuser le fait que vous ayez écrit dans l'un de vos ouvrages que l'Express était un magazine révolutionnaire. Le mensonge était gros, certes, mais la confusion possible. Vous avez manifestement été induite en erreur par l'un des derniers dossiers de ce journal ainsi titré « Le roman de la bagnole, une révolution dont voici la saga », métaphore assez vicieuse, je vous le concède. Mais comme à votre habitude, Madame Laguiller, vous n'avez pas su vous arrêter, cette fois-ci trop, c'est trop. J'aimerais en effet, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, que vous regardiez très attentivement la publication versée au débat comme pièce à conviction.
Madame Laguiller, vous ne pensiez tout de même pas que cet article échapperait à la vigilance du parquet. Je crois, sans m'avancer, que votre défenseur aura bien des difficultés à expliquer votre apparition dans Gala, entre un mariage royal au Danemark, rendez-vous des princes de l'an 2000, et une chronique mondaine intitulée en toute simplicité « Les pieds dans le caviar ». Car il ne s'agit pas de photos volées, Madame Laguiller. Vous avez posé, oui, vous avez posé, pour ce magazine phare de la presse dite People, représentant le degré zéro de la conscience politique. Ces photographies sont d'ailleurs affligeantes. Ainsi, la cour pourra voir Arlette sur son balcon, que dis-je, sur sa terrasse, mimant les gestes de la parfaite jardinière, Arlette pédalant en vain sur son vélo d'appartement, Arlette debout devant son armoire débordant de vêtements, ou encore plus inquiétant, et je me contente de lire la légende, Madame Laguiller, lieu de rencontre parmi d'autres, Arlette au café du coin qu'elle fréquente régulièrement. La preuve est accablante, Madame Laguiller. Ni révoltée, ni révolutionnaire, vous êtes en réalité une femme bien ordinaire. La démonstration est faite, vous nous avez spoliés, trompés, abusés, escroqués, les infractions sont constituées. Et il est temps désormais que vous répariez l'ensemble des préjudices que vous avez causés. Cette cour ne peut pas vous laisser profiter d'une retraite que vous n'avez assurément pas méritée. Et puisqu'il n'est pas dans vos habitudes de laisser sans aide les nécessiteux, vous pourrez peut-être percevoir une certaine utilité à la sanction qui va vous être infligée. Je requiers en effet, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, un travail d'intérêt général. Oui, Madame Laguiller, vous assurez dans ce cadre la direction du Crédit Lyonnais pendant une durée indéterminée, celle nécessaire à sa privatisation dont vous êtes au fond la seule et unique responsable. Et vous apprendrez ainsi deux notions qui apparemment vous échappent. 1. Le travail. 2. L'intérêt général. Monsieur Pierre-Emmanuel Jean, secrétaire de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine, vous avez la parole pour assurer la défense de Madame Laguiller. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté attentivement la réquisition de mon contradicteur qui... J'ai écouté attentivement la réquisition de mon contradicteur qui, beaucoup plus que les discours de ma cliente, m'ont réellement édifié. Le ministère public cherche contestataire désespérément. Jamais réquisitoire ne sonna plus doux à l'oreille d'une accusée. Notre procureur semble en effet avoir du vague à l'âme à croire que la noble fonction de la défense des intérêts d'une société perd singulièrement de son attrait, de son panache, lorsque l'objet défendu n'est guère plus ébranlé que par quelques délits mineurs d'outrage ou de rébellion. À force de combattre sans péril, on triomphe sans gloire, et le consensus endort la vigilance du parquet. Et sournoisement, le sacro-saint ordre public se désagrège tout seul. Il risque l'implosion sans une efficace représentation du désordre. Et à l'heure où l'impitoyable sacerdoce du procureur l'amène à poursuivre ministres et présidents, il est temps de rappeler à leur devoir les tenants du désordre, il est temps que chacun retourne à la place qui est à la sienne. Sinon, le chaos s'annonce et, consciente du danger, vous avez vu rouge. Vous voudriez revoir rouge. Mais que sont nos anarchistes devenus, nos révoltés, nos révolutionnaires ? Monsieur le Président, il n'y a bien que Madame le procureur qui feint d'ignorer la réponse. Conseille, bien sûr, les 10 ministres et présidents lorsqu'ils ne le sont pas devenus eux-mêmes.
On prétend que le premier d'entre eux fut un ardent militant trotskiste. La boucle est bouclée. Le spectre révolutionnaire s'estompe parce que trotskistes, anarchistes et autres maoïstes ont été débauchés par les cabinets ministériels. La chancellerie tremble. L'institution a digéré, non sans quelques hoquets, ses propres ennemis. Un à un, les incorruptibles ont cédé aux délices et poisons de la vie politique et du pouvoir. Tous, sauf une, qui comparaît en fait aujourd'hui pour ne pas satisfaire correctement au rôle essentiel de l'épouvantail révolutionnaire. Arlette Laguiller, la dernière baronne de la Révolution à ne pas avoir vendu son âme pour quelques privilèges républicains, peut-être faute d'acquéreur, elle qui reste envers et contre tout l'éternelle icône cathodique d'un changement qui, lui, n'a pas bougé depuis 25 ans, que dis-je, 50, 100 ans. Arlette Laguiller ne serait donc pas cet aimable satellite politique qui tourne dans un univers marxien fait de rêves et d'utopies invariablement, parlante révolution septennale pour nous rappeler à chaque passage dans une douce litanie que nous sommes forcément spoliés par quelqu'un, que nous sommes forcément les prolétaires de quelque chose. La statue se serait-elle à peine fissurée avec le temps que le parquet, après cette cour d'exception, cherche déjà à la déboulonner? Oui, en effet, Arlette Laguiller feint de jouer avec nous le jeu des institutions. La voilà qui rentre dans le rang, parfait l'uniforme, avec l'ensemble des attributs qui témoignent aujourd'hui de l'importance d'une personnalité politique. Soudainement, comme par enchantement, effectivement, après 25 ans d'un acharnement électoral unique dans les annales, d'un coup d'un seul, elle cumule 2 mandats électoraux. Ça n'est plus un hasard. Elle, qui n'a pourtant eu de cesse de fustiger la professionnalisation de la vie politique réservée, selon elle, aux notables. Depuis déjà 3 ans, elle a sa marionnette, c'est un signe qui ne trompe pas, il n'y a pas de puissance sans caricature, alors que d'autres la réclament avec insistance par voie de presse, conscients que sans elle, la bataille du scrutin est perdue d'avance. Plus accablant encore, et qui la rapproche des plus grands, il y a ces soupçons qui planent sur les conditions dans lesquelles elle a pu obtenir comme il se doit, sans le moindre scrupule, ce coquet appartement HLM dans la ville dont elle est pourtant l'élue. Appartement dont elle spolie certainement une famille de travailleurs méritante et probablement nombreuse. Enfin, son emploi au Crédit Lyonnais serait au fil des années passé de la réalité à une virtualité douteuse, activité syndicale oblige. Le mimétisme est réellement troublant, mais que reste-t-il aux grands ? La multiplication des indices a troublé le ministère public à défaut d'avoir troublé l'ordre public, car l'enquête a démontré que rien de sérieux ne pouvait lui être reproché. Le délit de trafic d'influence n'était pas constitué, cette infraction est même apparue impossible, faute d'une influence quelconque. En fait de prise illégale d'intérêt, Madame Laguiller vit dans ce HLM depuis qu'elle a quitté les quartiers parisiens luxueux de sa jeunesse. Restait l'apparence qui, en politique, vous abat un homme plus efficacement qu'un tribunal correctionnel, et c'est sur ce terrain que Madame Laguiller est donc poursuivie. Sa vie entière ne serait que faux semblant, trompe-l'œil, illusion, un indispensable spectre rouge, tant évoqué, continuellement conjuré, comparaît enfin devant cette cour et stupeur. Il n'est pas coiffé du bonnet phrygien, mais porte au contraire le costume de l'ordre jusqu'au conformisme. Votre image de la Révolution se trouble. Voilà en substance le délit bien pâle qui subsiste de cet épais dossier. La Cour ne pourra entrer en voie de condamnation. Bien sûr, parce que Madame Laguiller est évidemment révolutionnaire, mais aussi parce que cette jurisprudence ouvrirait un véritable gouffre où risquerait de sombrer toutes nos formations politiques. On vous requiert la condamnation de Madame Laguiller pour n'être pas ce qu'elle prétend, mais la période que nous vivons actuellement est le mélange le plus varié de contradictions criantes, où un rassemblement pour la République ne rassemble même pas ses propres caciques, où un front appelé national conspire ouvertement contre la nation, où des verts sont menés par un rouge. Si le parquet est suivi, une hécatombe se prépare. Cette perspective à elle seule conduira à un acquittement certain, sauf à se rendre complice des desseins de l'accusé.
Cependant, la Cour n'est pas dupe de la manœuvre qui ne vise qu'à rétablir manifestement l'équilibre judiciaire sur l'échiquier politique, l'indépendance. Et peut-être à ce prix, il fallait trouver un chef d'accusation, car il n'est pas convenable que le parti de la Révolution reste seul épargné par les foudres de la justice. Car curieusement, de tous, seuls les révolutionnaires et leurs porte-parole, qui portent le chapeau en cette circonstance, conservent à ce jour un casier judiciaire vierge de toute condamnation. La réputation de ma cliente est indemne de tout soupçon. Arlette Laguiller n'est même pas défavorablement connue des services de police. En 30 ans d'activité révolutionnaire, aucune rébellion à déplorer, aucun outrage à agent de la force publique, aucune dégradation de biens publics ou privés, aucune spoliation, une vie sans tache. Arlette Laguiller est l'image même du bon père de famille. L'acte d'accusation, réduit à peau de chagrin et pour cause, ne repose plus que sur un fantasme qui voudrait que l'égérie de la Révolution porte la casquette Mao, qu'elle ait le couteau entre les dents et le drapeau rouge à la main. Non, Madame Laguiller ne dresse pas de barricade, le col Mao ne lui sied pas, elle ne manifeste pas au premier prétexte venu, elle ne manifeste même que très exceptionnellement. Non, elle ne cherche pas à tout prix à en découdre, au contraire, elle fuit toute manifestation populaire qui ne serait pas totalement contrôlée par ses troupes, et vous l'avez souligné, la fête annuelle de Hello a longtemps été sa seule sortie. C'est une question de sécurité intellectuelle, la gardienne du dogme tolère mal les débordements. Elle suit en cela fidèlement l'exemple des grands révolutionnaires. Croyez-vous que Robespierre ou Danton se seraient compromis en posant un pied sur une barricade, en frayant avec les émeutiers dans la rue? Et le grand Karl, je parle du philosophe, celui qui est le vrai responsable des difficultés judiciaires de ma cliente, le fondateur de la Première Internationale, le prophète de la révolution socialiste, personne, je pense, n'osera contester qu'il fut un révolutionnaire. Mais où croyez-vous qu'il était en 1948 lorsque la Deuxième République naissait dans l'émeute sur les cadavres de la monarchie de Juillet? Il n'était pas à Cologne, ni à Bruxelles, ni à Londres. Non, il était à Paris, bien sûr, au centre de l'action. Mais il n'a pas quitté sa table de travail. Les insurrections populaires sont décidément trop mal famées. Marx regardait de sa fenêtre la seule révolution qui soit intervenue en Europe de son vivant. Arlette Laguiller, héros de la pensée du maître, ne pouvait pas mieux faire. Fidèle parmi les fidèles, elle se devait, en mai 68, de suivre l'exemple en restant à l'écart de la révolte. Il est vrai qu'elle n'y réussit qu'imparfaitement, mais il faut pardonner cette petite faute à sa discipline qui est à mettre de toute évidence sur le compte des frasques de la jeunesse. Cédant à la fougue de ses 28 ans, elle décida courageusement d'organiser la grève au Crédit Lyonnais au cri insurrectionnel de 200 francs pour tous, à l'heure où la grève générale paralysait le pays depuis déjà une semaine, tandis que quelques révoltés naïfs tressaient des barricades pour changer le monde. La jeunesse a décidément toutes les audaces, et la Cour ne tiendra pas compte dans son délibéré de cet épisode regrettable et regretté d'une vie qui ne déplore par ailleurs aucune autre infraction au dogme paisible de lutte ouvrière, et dont l'isolement prouve à lui seul qu'il n'est pas révélateur de son tempérament ni de sa personnalité. Sa nature ordonnée, déjà dogmatique, restait fragile. Elle s'est égarée dans une tourmente qui n'a épargné personne. Pour sa défense, il faut souligner qu'elle n'avait pas toutes les armes de ces illustres modèles qui, tous, s'étaient nourris de la culture et du savoir des élites dont ils étaient issus, sur lesquels ils pouvaient s'appuyer. Madame Laguiller n'a pas eu la chance de bien être, ni le privilège d'accéder aux études supérieures, et sa persévérance à mener le parti de la Révolution n'en est que plus remarquable. La tâche était ardue pour la modeste mécanographe des Lilas, perdue dans une généalogie prestigieuse où même Trotsky, fils de paysan russe mais néanmoins aisé, fut un brillant étudiant en mathématiques. Les autres, tous les autres, étaient des meilleurs milieux. Lénine était fils de la grande bourgeoisie, Guevara était médecin, Marat était médecin, Castro était avocat.
Robespierre était avocat. Danton, avocat. Camille Desmoulins, avocat. Le comité de salut public était un véritable conseil de l'ordre. Cette corporation décidément bien peu respectueuse de l'institution a nourri en son sein, à côté des plus conservateurs, les éléments les plus subversifs. Aussi, contrairement à ce qui était prétendu en face, non sans légèreté, loin de récuser votre légitimité à la juger, c'est au contraire en toute sérénité qu'Arlette Laguiller s'en remet à votre verdict, car elle sait que vous saurez vous souvenir de l'époque, certes lointaine, où des avocats décidaient encore avec lucidité du sort de l'humanité. De ce lourd héritage, vous aurez au moins tous retenu que la révolution n'est pas la révolte. La révolution est une affaire de puissants, au peuple les révoltes et les insurrections. Insidieusement, l'accusation se réfère à cette leçon de l'histoire pour poursuivre Madame Laguiller. Le parquet bégaye effectivement. Il y a tout juste un septennat, ironie de l'audiencement, Daniel Cohn-Bendit a été attrait devant cette même cour. Ce fils de bonne famille a été condamné parce que révolté, il n'avait pas été révolutionnaire. Vous ne ferez pas l'erreur inverse. Rappelez-vous, à cette époque, il n'était plus rien. Il était retourné aux oubliettes de l'histoire. Son procès l'a sorti des limbes et le parquet porte indéniablement la responsabilité du triomphe obscène auquel on assiste aujourd'hui impuissant. Dany le Rouge est revenu fort du prestige que confère toute citation devant votre juridiction. Il trublionne de plus belle, monopolise la une des journaux, il pèse enfin sur la vie politique française. Il est du devoir de la défense, qui se doit de faire feu de tout bois, d'attirer l'attention de la Cour sur les conséquences dramatiques que pourrait avoir dans ces circonstances la condamnation de ma cliente. Ce précédent malheureux lui ouvre en effet des perspectives jusqu'alors inespérées. Elle se voit désormais, elle aussi, dans 7 ans, haut, très haut. Songez en effet que, contrairement à Cohn-Bendit en son temps, Madame Laguiller comparaît devant votre cour au zénith de sa popularité. Cette jurisprudence vous aura, j'en suis sûr, ouvert les yeux sur l'impact incontrôlable que pourrait avoir sur l'avenir du pays la condamnation de Madame Laguiller par votre cour, mais je suis certain de son acquittement, car je crois savoir, Monsieur le Président, que vous avez été personnellement sensibilisé à cette question. Reste, pour finir, la pièce constituée par cet entretien dans Galac. En désespoir de cause, l'accusation voudrait décisive. Il est de bon ton de railler cette presse populaire, mais il n'aura échappé à personne que sous couvert de drôlerie, cet article est hautement subversif. Une révolutionnaire triomphe au milieu des aristocrates et des princesses. Le loup est dans la bergerie. Cette interview est au contraire l'action la plus révolutionnaire et la plus subversive à la décharge de ma cliente depuis sa très lointaine première candidature aux élections présidentielles qui, en son temps, avait bouleversé le petit monde de la politique. Bien sûr, elle a dû montrer patte blanche et céder au conformisme de l'exercice de style, mais son but est atteint. Sans prévenir, par surprise, entre les échecs sentimentaux de Cindy Crawford et la mort tragique de Diana, surgissent comme une révélation la béatitude et la joie de vivre de Madame Laguiller. Au milieu de tous ces destins tragiques, elle semble indiquer la voie. Sa simplicité devient le modèle à suivre en regard des malheurs des stars et des princesses. C'est un vrai conte de fées, où la beauté n'est plus aimée, où les princesses meurent aussi, et où quelques rêves, des fleurs, un vélo et un petit verre de temps en temps, voilà le vrai chemin du bonheur. La révolution suivra. Entre les destins de la reine de beauté abandonnée, de la princesse du cœur assassinée, des milliers de lecteurs s'identifieront inconsciemment au bonheur tranquille d'une princesse de l'utopie. Arlette Laguiller est donc partie à la conquête de la ménagère de moins de 50 ans. Si tu ne vas pas à Laguiller, Laguiller ira à toi. Les classes moyennes ne lisant pas le journal Lutte ouvrière, personne d'ailleurs,
C'est, semble-t-il, un journal d'information interne au parti, qu'à cela ne tienne, il y a Gala, moderne instrument de l'édification des masses. La preuve est faite de l'effet insidieusement subversif de cet article. Vous pouvez continuer, madame, à railler la révolutionnaire sans révolution. Vous aviez certainement à l'esprit cette citation de Marx, qui remarquait que les événements et les personnages historiques se répètent, pour ainsi dire, deux fois. La première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Arlette Laguiller est peut-être une parodie de révolutionnaire, mais un monde qui rie les vertus d'honnêteté, de fidélité à un idéal, de résistance, ce monde-là n'est plus qu'une sinistre farce. Vous la quitterez. Madame Arlette Laguiller, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, je veux tout d'abord remercier mon défenseur qui m'a empêché de couler devant vous en m'attachant une pierre au cou. Et n'ayant rien à ajouter à sa défense, eh bien, je voudrais seulement répondre aux accusations de Madame la procureuse. Tout d'abord, veuillez m'excuser de mes éventuelles maladresses envers le protocole de la justice, mais comme mon défenseur l'a fait remarquer, c'est la première fois que je passe devant un tribunal. Alors je veux dire que, humblement, je reconnais les accusations d'escroquerie, de tromperie et d'abus de confiance. Et si mon accusatrice me reconnaît des abords sympathiques, je lui dirais que c'est bien nécessairement le costume ou le physique de l'emploi. Un escroc ne peut pas avoir l'air d'un escroc sans mourir de faim. Dans le passé, vous avez condamné M. Cohn-Bendit à exercer un mandat électoral. J'ai bien sûr noté que cette condamnation l'avait amendé. Il se disait révolutionnaire lorsqu'il a comparu devant vous. Aujourd'hui, pour réussir à purger sa peine, il s'affirme réformiste. Il est trop tard pour que vous me condamniez à la même peine, car j'ai encore 3 ans à tirer dans l'un de mes mandats électoraux et 5 dans l'autre. Alors j'avoue ne pas être révolutionnaire, mais j'y reviendrai plus tard. L'accusation me reproche mon alliance avec Alain Krivine, qui disait, selon elle, encore très récemment, que nous sommes sectaires à lutte ouvrière et vous disiez, Madame la procureuse, que cette alliance prouvait que je ne suis pas rancunière. Mais pourquoi le serais-je au moment même où la LCR, en s'alliant à nous, démontre notre absence de sectarisme autant que de rancune? En tout cas, peut-être aurais-je l'indulgence de ce tribunal, car je n'ai pas celle de nombre de journalistes. Les journaux dits sérieux, dits politiques, ne me portent pas dans leur cœur, et c'est vrai, je n'ai trouvé que Gala, qui est assuré une certaine objectivité. Alors, tout comme il ne faut pas aller plus loin que mon désir de vengeance pour comprendre la banqueroute du Crédit Lyonnais ou l'incendie de ses archives, c'est dans ce désir de vengeance qu'il faut aussi chercher le fait qu'on réduise, comme par hasard, les déductions des frais professionnels des journalistes. Par ailleurs, je rassure Madame la procureuse, c'est bien en raison de ses compétences que sa hiérarchie lui a demandé d'intervenir ce soir. En effet, il fallait bien être une femme pour être assez scrupuleuse et assez sérieuse
pour aller jusqu'au bout des 4 ouvrages que j'ai écrits, dont 2, comme elle l'a fait remarquer, particulièrement fastidieux puisqu'il s'agit de 2 autobiographies. Et j'espère pour elle que je ne me retrouverai pas de nouveau dans quelques années devant ce tribunal et où elle serait alors encore chargée de l'accusation. Bien sûr que je dénie toute légitimité aux tribunaux, car les juges, que je sache, ne sont pas élus. Et puis, si le suffrage universel donne une certaine légitimité aux élus en général, que devient cette légitimité au travers des modes de scrutin que l'on change en fonction des intérêts des élus au pouvoir et de toute cette procédure où un président de la République doit désigner comme Premier ministre quelqu'un qu'il voudrait bien envoyer au diable. Et puis, n'est-ce pas, les magistrats sont neutres politiquement, même ceux des parquets riverains de la Méditerranée. Il est vrai aussi que la justice ne connaît pas de classe sociale et qu'elle ne s'attaque pas qu'aux petites gens. La meilleure preuve en est, comme dit l'accusation, le nombre de poursuites engagées à l'encontre d'élus et d'hommes politiques responsables. Il ne dépend sûrement pas de la justice que ces poursuites aboutissent. Il est vrai aussi, toujours comme le dit l'accusation, que la justice de notre pays consacre, lors des audiences correctionnelles, une place prépondérante aux immigrés et à leurs enfants, et là, on ne peut pas dire que les choses n'aillent pas vite, jusqu'au bout, et oui, jusqu'aux frontières même. On peut noter que les tribunaux sont là pour appliquer les lois, et non pour les faire. Mais certaines lois concernant les immigrés, se succédant et portant aujourd'hui le nom de 3 auteurs, font, défont, emmêlent les choses à un point tel que le gouvernement a préféré confier le pouvoir de décision finale au préfet plutôt qu'au juge. L'accusation dit que je n'ai jamais été révolutionnaire. Eh bien, c'est vrai. Tant qu'on n'a pas fait la révolution, on n'est pas révolutionnaire. Avant la révolution, on n'est jamais qu'une révoltée qui réfléchit sur la société. Je n'ai jamais eu, oui, je l'avoue, de mobilette. Je suis passée directement du métro à la 4L. Je n'ai même pas usé, comme d'autres bambins, d'une trottinette. Oui, je l'avoue, j'ai vécu aux Champs-Élysées. Mais j'ai même fait pire, vous le savez bien, j'ai travaillé dans une banque, nœud vital du capitalisme s'il en est. Oui, j'ai aussi tendu une bouchée de l'herbe du pré de la sécurité sociale, et je suis sûrement à l'origine de son déficit. Cela fait longtemps que l'on sait que selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Eh bien, de nos jours, ces qualificatifs de blanc ou noir sont plus riches encore de sens que La Fontaine ne le prévoyait. Bien entendu, si j'ai fait de la politique, c'est pour remédier à l'ennui, comme vous l'avez dit, de ma vie d'employé de banque. Tout comme nombre de mes camarades le font, pour remédier à l'ennui d'être ouvrier, manœuvre, même cadre, voire enseignant. Oui, on s'ennuie dans cette société. Pas forcément de son propre ennui, mais comme le disait Jean-Paul Sartre à propos de la faim, eh bien, on s'ennuie de l'ennui des autres. Tandis que lorsqu'on milite politiquement dans une organisation telle que la nôtre, c'est vrai, on s'amuse. Pascal parlait du divertissement auquel nous sommes condamnés pour ne pas penser à la mort. Eh bien, quand on milite, on le fait pour ne pas penser à la vie que la majorité du peuple mène dans cette société.
Vous dites, Madame la procureuse, qu'à la fête de lutte ouvrière, on s'amuse. Eh bien, on s'amuse tout le temps en militant. On rencontre bien des gens, on apprend beaucoup de choses sur la vie. On vit toujours des situations nouvelles et des expériences inconnues, telles que ma présence ici devant vous, expérience qui m'aurait été interdite à moins d'enfreindre volontairement la loi par curiosité. Je dirais en passant que si château il y a pour notre fête, il n'est magnifique que pour les idéalistes illuminés que nous sommes. Et malheureusement, il est fort loin des Bordeloises. Alors, j'ai pu écrire peut-être que l'Express était un magazine que j'aimais lire. Mais c'était il y a bien longtemps, au temps de la guerre d'Algérie. Et dans ce monde, vu les reproches qui me sont faits, il semble que la vertu principale et la plus appréciée soit de changer beaucoup, et c'est ce que l'Express a fait. Il ne parle plus de la guerre d'Algérie et pour cause. D'ailleurs, il n'a plus rien à dire, c'est vrai, sauf sur les bagnoles. Quant à la peine d'intérêt général, même si vous me condamnez, je ne suis pas sûre de devoir l'exécuter, tant la crise financière et boursière actuelle peut remettre à tout moment en cause la privatisation du Crédit Lyonnais, et c'est tant mieux. Je terminerai en remerciant encore mon défenseur de ses efforts, mais je voudrais noter que tant l'accusation que la défense trouvent une grande partie de leur source sous la plume de journalistes dont les propos mêlent sûrement en bonne justice, mais je suis très ignorante en ce domaine, preuves et témoignages sous serment. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, de m'avoir écouté jusque-là, car c'est plus de temps qu'on ne m'a jamais donné en une seule fois à la télévision. Madame Arlette Laguiller, la Cour, après en avoir délibéré et sur le siège, rend une décision de relax. Je vous remercie, d'autant que la séance du Conseil régional dont je me suis évadée est en train de continuer et que je dois y retourner. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, mes chers amis, le barreau des Hauts-de-Seine vous est reconnaissant de votre présence chaleureuse. Madame le Président du tribunal de grande instance, merci pour l'hospitalité que vous nous avez accordée en permettant à cette manifestation un peu envahissante de se dérouler dans les locaux de ce palais. Permettez-moi enfin de saluer tout particulièrement celui que nos confrères viennent de désigner comme mon successeur, le bâtonnier Alain Boulard. Ceci me conduit à vous adresser, en ma qualité de bâtonnier en exercice, un dernier salut et des remerciements très chaleureux à tous ceux, magistrats, confrères, responsables et membres du personnel des services de l'ordre, amis bâtonniers des grands barreaux, représentants de notre profession, qui m'avaient considérablement aidé dans ma tâche, en acceptant d'oublier les grandes insuffisances et la grande inexpérience qui était la mienne, en particulier dans la chose judiciaire.
Vous m'avez récompensé au centuple par votre soutien et votre amitié des efforts que j'ai dû faire pour me hisser au niveau de cette exaltante mission. Je déclare close cette 12e rentrée de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine et vous propose de vous retrouver autour des buffets qui ont été dressés à l'extérieur de cette salle pour un moment d'échange et de convivialité. Je vous remercie. Monsieur le Président. Ah, comment?